bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Y a-t-il une pénurie de sucre en Côte d'Ivoire? Ce produit de grande consommation se fait de plus en plus rare. Consommateurs et commerçants s'inquiètent. Demain, les inscriptions s'ouvrent pour le Hajj 2024. Les fidèles musulmans devront débourser 1 million de plus que l'année dernière. Pourquoi? Réponse dans ce journal. Et puis pas un jour sans que les citoyens ne se plaignent des routes à bobo. Les artères se dégradent d'année en année. Mécontentes, les populations adressent un carton rouge aux autorités de la commune. Où est passé le sucre? Il a disparu des rayons de supermarchés et des boutiques, entraînant même une hausse du prix de ce produit. Une situation qui impacte les consommateurs, parmi lesquels certains commerçants. Mais ce lundi, l'AISCI rassure quant à son retour progressif sur les marchés. Nadjaïja, Bobby Filémon. Omar Zungrana n'a que ses portions de sucre à vendre dans sa boutique. Comme tous les consommateurs ivoiriens, il subit de plein fouet la pénurie sur le marché. Jusqu'à présent, ça va 2 semaines, il n'y a pas de sucre. On ne trouve pas même, c'est pas que c'est cher même. Même si c'est cher qu'on peut avoir, il n'y a pas de problème, mais on ne trouve pas même. L'indisponibilité de cette denrée l'a finalement conduite à adopter une stratégie de vente. Mais là, il n'y a pas en quantité, donc il ne peut pas faire ça en kilos. Moi, j'étais obligé d'acheter un peu de sucre en poudre, 2 kilos pour pouvoir tâcher, toujours 50-50 pour pouvoir servir les clients. Même constat dans ce supermarché. Le rayon dédié au sucre reçoit désormais d'autres denrées alimentaires. Oui, c'est ici qu'on place les sucres, mais il n'y a pas de sucre. La raison pour laquelle on a placé les farines. Il n'y en a pas du tout, ça ne vient pas. Même si ça vient pas assez. 10 sacs, mais 10 sacs ne peuvent même pas faire 2 jours. Quand les clients viennent qui ne gagnent pas de sucre, ils sont découragés. Par exemple, s'ils doivent prendre le sucre plus la farine, quand ils ne gagnent pas le sucre, ils préfèrent laisser la farine, puisque c'est avec ça qu'ils travaillent. Donc sans le sucre, ils sont obligés de laisser les autres articles. Ce manque à gagner se fait aussi ressentir chez ces commerçantes, pour qui le sucre est un élément essentiel de leur activité. Elles n'ont d'autre alternative que de revoir leur offre pour s'en sortir. En octobre, on payait ça à 1000 francs. 1000 francs jusqu'à on est rentré en novembre, c'est 1400. Même là, on a essayé de faire la bouillie à 100 francs, pas de 50. Mais si on ne fait pas ça, l'argent ne sort pas. Dans un communiqué publié ce 13 novembre, l'Association des industries sucrières de Côte d'Ivoire rassure. Les tarifs ex-usine des 2 entreprises sucrières appliquées aux grossistes sont restés inchangés. L'AISI invite tous les acteurs de la chaîne de distribution au strict respect des tarifs en vigueur et les appelle par conséquent à renoncer aux pratiques spéculatives de rétention des stocks de sucre et d'augmentation injustifiée du prix de vente aux ménages. Par ailleurs, cette pénurie devrait bientôt prendre fin avec le début depuis ce 22 octobre de la campagne sucrière 2023-2024. À ce jour, 3 usines, Ferké 1 et 2 et Zionoula, sont en production continue. L'usine de Borotou démarrera le 27 novembre 2023. L'AISI voudrait rassurer l'ensemble des consommateurs que toutes les dispositions sont prises pour un retour progressif à un approvisionnement régulier en sucre du marché ivoirien. À 3 250 000 francs CFA, c'est ce que devront débourser les fidèles musulmans pour s'inscrire au Hajj 2024. C'est plus d'1 million que l'année dernière et demain, les inscriptions seront accessibles en ligne, comme nous le précise Salif Yaleko et Kim Eric. Les inscriptions pour le Hajj 2024, le pèlerinage musulman à la Mecque, débutent ce mardi. C'est à travers la plateforme www.cigepsi.com que les candidats doivent entamer le processus. Ouverture de la plateforme CIGEPSI pour l'identification des candidats du contingent étatique, mardi 14 novembre 2023, 8 heures. Début des consultations médicales pré-pèlerinage, le jeudi 16 novembre 2023. Ouverture des centres d'inscription dans les trésoreries pour le paiement du coût du Hajj et l'inscription définitive le lundi 20 novembre. Pour cette édition, le candidat doit payer dans les guichets du Trésor la somme de 3 250 000 francs CFA contre 2 millions les années précédentes. À en croire le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Vagando Diomandé, qui s'exprimait samedi lors du lancement du Hajj en présence de nombreux dignitaires religieux et fidèles musulmans. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Il y a des éléments dont nous n'avons pas la maîtrise.
et qui s'impose à nous, c'est les prestations en Arabie Saoudite qui ont augmenté. Mais à cause de la situation qu'eux aussi ils vivent, c'est les coûts des partenaires qui viennent à nos côtés pour nous permettre d'organiser le Hajj. Pour ceux qui sont du contingent étatique, ils paieront la somme de 3 250 000 francs. Le Hajj est le 5e pilier de l'islam qui réunit chaque année en Arabie Saoudite de nombreux musulmans venus de toutes les contrées du monde. Depuis l'année dernière, la Côte d'Ivoire bénéficie du projet Tariq Makka, ou Route de la Mecque, une initiative des autorités saoudiennes pour faciliter les procédures et le voyage en Terre Sainte. Pour l'édition 2024, le quota de la Côte d'Ivoire est de 10 000, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Pas un seul jour sans qu'on ne voit passer un commentaire sur les réseaux sociaux concernant l'état des routes à Abobo. En très mauvais état, les populations crient leur ras-le-bol et adressent un carton rouge aux autorités de la commune, comme nous le montre Issa Koné chez Chic Bleu. Abobo Ezo semble être un simple slogan. Derrière cette phrase se dresse un tableau pas trop reluisant. Des crevasses et nids de poules sur les artères principales et les voies secondaires. Ici, à Kennedy, le bitume éprouvé par le temps et le trafic a fini par se décoller et c'est le même constat dans plusieurs autres ruelles. Sincèrement, ça fait un peu mal au cœur de voir que les voies sont vraiment dégradées parce que là, ça crée pas mal de choses, quoi. Malheureusement, c'est comme ça depuis belle lurette. Un carrefour stratégique parce que le rond-point seul ne suffit pas à la circulation. Donc les gens se rabattent ici aussi pour pouvoir aller à Bobo, pour pouvoir aller à Niama, à Yopougon. Même à Angré, tout le monde passe par ici. Ça nous casse les amortisseurs, tout le monde se plaint. Plus loin, le quartier Agbekwa. Ce gros trou au milieu de la voie est un cauchemar pour les automobilistes. Nous, le taximètre comme ça, là, par exemple, comme il y a Bobo comme ça, là, on oublie de prendre les clients chers parce qu'il n'y a pas de la route, puis il y a embouteillage. Côté de la route, chaque jour, on s'en va au garage, même hier, la semaine même, il n'a pas travaillé. Juste à côté, le garage de Nour. Ses clients se font de plus en plus rares à cause de cette situation. Il y a beaucoup de gens qui contournent nos garages, mais quand c'est comme ça nous fatigue. Bon, souvent aussi les voitures là nous gênent aussi, ils n'ont pas de route pour passer. Quand il pleut, au garage là, on ne peut même pas regarder. Autre calvaire, le grand marché d'Abobo. L'état de la voie est le premier défi des usagers de cet espace économique. Ça fait presque 2 mois comme ça. Le mois passé, il y a pris quelques changements pour venir remplir ici à cause des véhicules, pour qu'ils puissent bien circuler pour éviter les bouchons. Aujourd'hui, si moi j'ai un carton à donner, j'ai un carton rouge à donner aux autorités, j'ai vu la situation de la voie aujourd'hui à Bobo ici. Parce que nous souffrons de ça aujourd'hui. On souffre trop. Du matin, pour accéder à la gendarmerie, tu peux faire 2 heures du temps. C'est pas normal. Comme ça fait 2 ans dans ça aujourd'hui. Les habitants d'Anonkwa-Sodessi ne sont pas du tout exempts de cette voirie en lambeaux. Sur cette voie qui mène à l'ancien camp Onussi, c'est la croix et la bannière. Pas autoroute, on fait comment? Il y a au moins l'eau là, il y a au moins 4 à 5 côtés. Tout est profond. J'ai dépassé 2, je suis au milieu. Il y a 3 devant, j'ai dépassé 2. Je suis obligé de rentrer. Donc vraiment là, je n'ai pas le choix. La situation a fini par alimenter les échanges sur les réseaux sociaux. SOS pour Abobo. Il n'y a plus de route praticable à Abobo. Toutes les routes sont gâtées. Quittons dans l'émotion. Il n'y a plus de route praticable à Abobo. Sérieux, Abobo fait pitié. Il n'y a plus de route praticable. Devant l'ampleur de cette dégradation de la voirie, Abobo a besoin d'un plan Marshall pour leur commune, pour qu'Abobo Ezo ne reste pas un simple slogan. Une autre commune de la capitale économique dont les populations se plaignent en particulier d'une voie, celle qui mène au grand marché de Marcory. Elle est devenue impraticable en raison de son état de dégradation avancée, ce qui suscite le mécontentement aussi des usagers de cette route. Moussani Kema, Myriam Touré et Tanguy Conin. Marcory, centre commercial. Depuis quelques mois, la voie menant au grand marché de la commune est en piteux état. La voie a commencé à se dégrader depuis quand il y a eu des travaux. Donc petit à petit, on en est arrivé à l'état dans lequel se trouve la voie aujourd'hui. Bon, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les autorités sont conscients. Ils sont conscients de ce qui se passe ici. Et nul doute que d'ici très peu, ils vont trouver les moyens pour régler la voie. Nous, franchement, ça nous fatigue souvent quand il pleut. Nous, ça nous fatigue à passer. Il y a un petit raccourci par derrière. C'est par là-bas, nous, on passe. Il y a plein de voitures qui tombent en panne au niveau ici. Si la voie n'est pas bonne, on ne peut pas prendre les clients pour passer.
Avec le temps, la dégradation de cette voie s'accentue. Comme alternative, c'est ce chemin à l'intérieur d'un quartier qu'empruntent certains automobilistes. On a oublié de contourner la voie. Sinon, il y a beaucoup de voitures qui restent sur l'autre côté là-bas. Ici, là aussi, c'est dangereux. Il y a les enfants qui traversent. On ne sait pas comment on va faire. Mais on n'a pas de choix. Voilà, on a oublié de faire comme ça. Souvent, c'est bas. Nous, nous gosses aussi pour passer. On ne sait pas comment on va faire. Contenus dans les nids de poules, les eaux usées éclaboussent les riverains. Une situation qui n'est pas sans conséquences. C'est les gens qui ont des magasins au bord de la route. C'est eux-mêmes qui ont arrangé, qui ont envoyé ça pour qu'on puisse arranger. Et puis tu vois que c'est un peu joli comme ça. Sinon, c'était gâté totalement. Il y a l'embouteillage. Du week-end au week-end, il y a l'embouteillage. Il n'y a pas un jour ordinaire d'embouteillage. Tous les jours, il y a embouteillage ici. Les véhicules même, c'est nous-mêmes, on les signale. Même, d'autres même doivent se mettre en ligne. Les motos même quittent sur la voie même pour venir passer où l'homme passe. Souvent même les véhicules même se gâtent même. C'est nous-mêmes, on vient à l'aide des véhicules souvent. On pousse. On leur dit non, ne passez pas par là, passez ici. C'est comme ça qu'on fait ici. Nos petits qui vont à l'école là, souvent quand il pleut comme ça, ils n'arrivent pas à passer par là à l'école. Et puis les voitures aussi qui, comme la route est gâtée, ils sont obligés de passer devant nos portails. Donc si tu ne fais pas très attention là, les voitures peuvent te cogner. En tout cas, ça nous fatigue. Les usagers de cet axe, ainsi que les riverains de ce quartier, espèrent une action rapide. L'actualité, c'est aussi la 7e session internationale de réflexion stratégique de l'initiative de l'Institut d'études stratégiques et de défense qui a débuté ce lundi. La question de la protection des ressources aquatiques et le couvert végétal était au centre des réflexions de ces assises, comme nous le montre Salif Yaleko et Fulgence Kissiedo. Espace aquatique et couvert forestier en Afrique, défis sécuritaires et enjeux pour le développement. Tel est le thème de la 7e session internationale de réflexion stratégique à l'initiative de l'Institut d'études stratégiques et de défense, ouvert lundi à Abidjan. Une thématique qui vient à point nommé au regard des menaces qui pèsent sur ces ressources. Les défis sont nombreux et importants. La gestion durable des ressources forestières et aquatiques est cruciale pour la sécurité humaine, la préservation des écosystèmes, pour l'économie et pour la réalisation des objectifs du développement durable que nous appelons tous de nos vœux. Au cours de ce séminaire, je suis persuadé que vous explorerez l'ensemble de ces questions, grâce bien sûr à vos échanges entre experts, mais aussi aux échanges entre profanes, parce que très souvent ce sont les profanes qui posent les bonnes questions de façon naïve, simple, et qui méritent aussi d'avoir des réponses concrètes pour résoudre tous ces défis. Un partage d'expériences entre différents pays. L'objectif visé par ces assises est de renforcer les capacités de hauts responsables de l'administration publique, du secteur privé et des forces armées en matière stratégique sur des problématiques nationales et internationales à travers des partages d'expériences. L'analyse des défis sécuritaires irrélatifs conduira à des propositions de solutions aussi pertinentes qu'africaines. Les 40 auditeurs et 10 conférenciers issus de 15 pays et organisations s'appuieront en la matière sur des expériences réussies, entre autres en Côte d'Ivoire, au Bénin et en République démocratique du Congo, tout en tenant compte des brouillards et incertitudes majeures liées aux menaces diffuses et polymorphes qui pèsent sur les pays africains aujourd'hui. La session internationale de réflexion stratégique est l'activité majeure de l'Institut d'études stratégiques et de défense, IESD. L'IESD est né en 2013 de la volonté du chef de l'État, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme du secteur de la sécurité, de doter la Côte d'Ivoire d'un outil de réflexion stratégique. Lancé en septembre, le plan d'urgence du retrait des enfants en situation de rue se poursuit. Les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant ont mené nuitamment une maraude dans les communes de Koumassi, Marcory, Cocody et Port-Bouët. Ils ont pu mettre la main sur une centaine d'enfants qui dormaient dans l'inconfort à la Belle Étoile. Les précisions de Pierre Dipomela. Des équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à la recherche d'adolescents qui traînent et dorment dans les rues, dans le cadre de l'opération Zéro enfant en situation de rue. Cette deuxième phase a concerné majoritairement les communes d'Abidjan Sud. La maraude est partie du grand carrefour de Koumassi. Les équipes ont sillonné les rues de zone 4C et de Biétry à la recherche d'enfants livrés à eux-mêmes qui dormaient à la Belle Étoile. Ensuite, cap a été mis sur la commune de Port-Bouët,
précisément au quartier Terre Rouge et Abraham. Au même moment, d'autres équipes ont mené des actions dans les communes de Yopougon et Cocody. Une centaine d'enfants ont été recueillis après plus de 3 heures de maraude. Quand nous faisons le retrait, on fait le profilage. Puisque chaque enfant est spécifique, a un cas spécifique, il y a d'autres qui sont repartis à l'école parce qu'ils avaient abandonné les cours. Il y a certains qu'on a fait la réunification avec leur famille, ils sont repartis en famille, bien sûr avec un soutien de la famille, puisque d'autres ont quitté la famille parce qu'il y avait une situation de pauvreté, une situation de précarité. Et notre rôle, le gouvernement nous a assigné ce rôle-là, c'est de soutenir ces familles pour ne pas que ces enfants-là reviennent encore dans la rue. Et certains sont partis en apprentissage. Apprentissage, plusieurs métiers, mécanique, coiffure et autres. 0 enfant en situation de rue, c'est l'objectif que veut atteindre le gouvernement ivoirien à travers ce plan d'urgence de retrait des enfants vulnérables des rues. Doté d'une enveloppe de 1,2 milliard de francs CFA, ce plan d'urgence va durer 10 mois. La première maraude avait permis de recueillir 101 enfants. Après profilage, ils ont été référés dans des centres spécialisés pour l'apprentissage d'un métier. Certains ont été rescolarisés et d'autres ont rejoint leur famille. Dans ce même élan social, plus de 17 millions de francs CFA ont été remis à des familles démunies dans 4 communes de la capitale économique. Une initiative de la ministre Belmondo Dogo à travers son concept Dimanche de solidarité. Salif Yalekoué, Kimo Eric. La solidarité gouvernementale s'invite dans les familles à travers le concept Dimanche Solidarité, une initiative du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, sous la houlette de la ministre Miss Belmondo Dogo. Elle a parcouru les communes de Treichville, de Yopougon, d'Abobo et de Cocody à la rencontre des ménages vulnérables bénéficiaires de la solidarité du gouvernement. Objectif, s'assurer de la bonne gestion des moyens mis à leur disposition pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Grace Ouattara, malgré son handicap, a choisi la voie de la coiffure pour se faire des économies et régler sa scolarité. Grâce au soutien de l'État, sa famille a été relogée dans des conditions plus décentes et sa scolarité finalement prise en compte. De l'émotion pour traduire la reconnaissance de l'État ivoirien. Pour que Dieu donne l'envie, le mot me manque. Maman, ne faut pas pleurer, on ne pleure pas aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, on pleure pas. Le mot me manque. Je suis très contente, je suis dans la joie pour tout ce qu'elle fait pour moi et ma famille. Ce sont au total 7 familles de fortunes diverses qui ont été visitées par Miss Belmondo Dogo. Toutes se réjouissent de cette attention de l'émissaire du gouvernement. C'est une surprise pour moi. Je remercie beaucoup Madame la ministre. Que le Seigneur la protège. Ce n'est pas permis à tout le monde de perdre son mari, d'avoir les orphelins dans sa main, puis quelqu'un va l'aider. En tout cas, je lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et merci encore pour ce qu'elle continue de faire. La ministre en charge de la solidarité précise que cet élan de solidarité s'inscrit dans le cadre de la vision Côte d'Ivoire solidaire promue par le chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est vrai, nous avons atteint l'objectif de ménages visités, mais l'année prochaine, on fait la promesse d'aller plus loin en termes de nombre de ménages visités et assistés. Que la Côte d'Ivoire solidaire, comme prônée par le président de la République, est une réalité. Ce n'est pas une vue d'esprit. Notre cible première, c'est d'abord les ménages vulnérables, mais qui vivent dans l'extrême pauvreté. Ensuite, nous avons les veuves. Nous avons des veuves qui ont tout perdu, qui ont été régnées par la famille, qui sont des laissés pour compte. On n'oublie pas que c'est l'année de la jeunesse. Vous avez remarqué que les ménages que nous avons visités, là où il y avait des jeunes, nous avons demandé si ces enfants partaient à l'école. S'ils ne partent pas à l'école, on les remet dans le cursus scolaire. Et s'ils ont l'âge d'entrer dans un centre de formation, mais nous les reversons au ministère de la jeunesse. Les familles visitées ce jour ont reçu des vivres et non-vivres, des équipements et autres meubles de maison, entre autres. Ce sont plus de 17 millions de francs CFA qui ont été dégagés pour cette édition de ce dimanche de la solidarité. Dans l'actualité politique, c'est la vidéo la plus commentée depuis hier, celle de Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui a annoncé la fin de son exil, condamné à la perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Il avait quitté le pays en 2019. Ce lundi, il est apparu au Niger où il était reçu par le président de la transition. Les détails de Pierre Dipomela. L'ancien Premier ministre ivoirien qui a annoncé dimanche vouloir mettre fin à son exil a été aperçu au Niger où il a rencontré les autorités
de la transition, notamment le général Abdourahmane Tiani. Une audience qu'il a commentée sur son compte X. Avant cette présence au Niger, l'ancien Premier ministre ivoirien avait annoncé la veille mettre fin à son exil qui a duré près de 5 ans en France, en Belgique, en Turquie et aux Émirats arabes unis. J'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil, car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Pour son retour sur le continent africain, Soro Guillaume n'est pas rentré directement en Côte d'Ivoire, la terre de ses ancêtres où il est sous le coup d'une condamnation à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Focus fait divers suivi de NCI Sport présenté par Tia. Bonne suite de soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.